Alors nous sommes au salon de votre santé avec Anna et Bakri et donc vous avez parlé de médecine prédictive. Alors c'est un mot qui est un petit peu provocateur. Je crois qu'au XVIIe siècle, les médecins avaient une dimension prédictive. Ils faisaient même de l'astrologie pour savoir quand le malade allait se coucher en état. Donc on a l'impression qu'on revient un peu à cette idée. Est-ce que la médecine a toujours été prédictive à votre avis? Non, pas du tout. Alors justement là, la prédiction dont je parle, c'est de la prédiction, c'est la médecine prédictive scientifique. Oui. C'est pas de la médecine, enfin, c'est pas sorcier. La science a évolué. Bien sûr. Et c'est pour ça que effectivement j'ai insisté sur le big data et j'ai insisté sur toutes les nouvelles technologies numériques qui nous permettent aujourd'hui d'aboutir à de vraies réponses en termes de prédiction, de prévention. Les 5P, oui. Les fameuses la médecine des 5P, exactement. Oui. Et ça, c'était pas possible, bien évidemment, avant. Hein. C'est maintenant qu'on a toutes les technologies qui permettent de faire ça. Oui. Avant, c'était un projet plus ou moins imaginaire. Absolument. Et maintenant, c'est devenu une réalité. Absolument, c'est une réalité, mais à laquelle on n'est pas encore prêt, à laquelle on est surtout en France. Ah oui, donc il y a des réticences par rapport à cette idée de prévision. Je préfère employer le mot prévision d'ailleurs que prédiction. Oui, c'est pas l'idée, hein. C'est pas l'idée en elle-même, c'est simplement les moyens et les possibilités qu'on a en France. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment du big data, on n'a pas vraiment une base de données collaborative. Les systèmes informatiques sont très cloisonnés, l'information n'est pas suivie, et donc on ne peut pas faire de la recherche de façon efficace. Oui, vous avez finalement cessé de le répéter. Mais c'est quand même quelque chose qui existe ailleurs alors. C'est fondamental. Alors ça commence à exister ailleurs parce que ailleurs on a des systèmes qui sont peut-être un peu plus favorables. Mais non, aujourd'hui, même dans le monde, effectivement, on a toujours cette problématique de l'informatisation des données de santé ou de l'interopérabilité des données de santé. C'est-à-dire que les données de santé sont très cloisonnées. Le patient n'accède pas à ces données de santé et donc on n'a pas de base de données collaborative. On a très peu de bases communes. Alors comment peut-on prévoir l'évolution de la médecine prédictive? Eh bien, là pour l'instant on travaille sur des petites bases mais qui permettent au moins de montrer l'intérêt de cette prédiction sur des pathologies spécifiques. Après, l'idéal c'est d'avoir une grosse base de données sur laquelle vraiment on va pouvoir faire de ce que je vous ai montré, le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. C'est-à-dire apprendre à ce cerveau artificiel, à ces réseaux neuronaux artificiels, de comprendre et d'analyser ces données-là pour aboutir à une intelligence, une certaine intelligence qu'on appelle artificielle et qui va répondre à la question de prédiction. Par exemple, dans le cas du cancer, qui va nous dire est-ce que ce patient va évoluer vers des métastases ou pas, par exemple. Mais enfin, il ne faudrait peut-être pas exagérer, il y a quand même, souvent quand même, quand on dit par exemple telle maladie va évoluer, on va arriver à son stade terminal dans 2-3 ans, c'est quand même une forme de prévision. Non. Je ne sais pas, ça fait partie quand même du langage. Souvent, moi je sais pas, je connais la médecine que par les films. Mais quand on dit à quelqu'un, il ne reste plus que tant d'années à vivre ou tant de mois à vivre, c'est une forme de prévision. Bien sûr, c'est une forme de prévision, mais c'est encore une fois basé sur des études scientifiques, des petites études scientifiques qui nous disent que ce type de cancer, en général, permet une survie avec tel traitement, permet une survie de 3-4 mois. Mais ça n'est pas absolument validé. Mais en plus, c'est pas. C'est-à-dire, il y a des patients qui peuvent survivre 2 ou 3 ou 10 ans, on ne sait pas. Mais bon, ça c'est vraiment la réalité scientifique. Après, la prédiction telle que je la conçois, qui est une prédiction liée à l'apprentissage profond, à l'intelligence artificielle, c'est par exemple de dire sur un type de cancer, le cancer du rein par exemple, comment faire dès le début, quand on retire le rein, quand on opère le patient, comment faire pour dire que ce patient, attention, il est probablement agressif, il va probablement évoluer vers les métastases, et donc dans ce cas, on ne va pas le surveiller uniquement pendant 5 ans comme on fait d'habitude, mais on va le surveiller pendant 10 ou 15 ans, ou à vie. C'est ça l'intérêt, c'est d'adapter notre mode d'interaction avec la maladie. Donc on peut prévoir des risques. Oui, bien sûr. Le risque, c'est déjà moins prévoir un risque, c'est déjà moins affirmé que prévoir. Absolument. Carrément. Tout ce que je vous dis là, c'est bien sûr statistique, mathématique. Mais ces algorithmes, cette numérisation, ces technologies permettent d'aboutir à de la statistique forte aujourd'hui. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes vous-même un acteur de la recherche dans ce domaine ou est-ce que vous en avez parlé comme ça en passant? Non, moi j'ai fait effectivement un Master 2 au CNRS qui est en rapport avec ça. Et puis depuis, j'ai créé aussi une entreprise qui travaille dans cette une start-up qui s'appelle InnovSanté et qui travaille sur ces sujets-là. Et ça fait 2 ans qu'on travaille sur ça. On fait de la recherche et du développement
par rapport à ça, et c'est pour ça que je sais très bien de quoi je parle. On travaille sur l'interopérabilité et la portabilité de la donnée de santé. Et on a créé ce qu'on a appelé le PassCare, c'est un passeport de santé international qui permet de récupérer la donnée et de donner le pouvoir aux citoyens. Et donc là, vous pensez qu'il y a des perspectives intéressantes pour les 10 prochaines années? Oui. Ça dépendra de quoi? De certaines recherches ou simplement un problème de logistique? Ça va dépendre surtout, à mon avis, des politiques. C'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, on veut vraiment préparer le terrain national à ce genre de choses. Il faut investir. Il faut aussi éduquer les médecins, les pharmaciens, les professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre formation, on n'a aucune formation sur les nouvelles technologies et sur cette évolution-là. Moi, je l'ai appris tout seul après. Oui. Donc, par exemple, les systèmes éducatifs aujourd'hui, ou en tout cas quand on fait nos études de médecine, les programmes, ce sont les mêmes depuis 30 ans, vous imaginez. Donc, c'est cette formation qu'il faut faire évoluer, c'est aussi diminuer l'administratif dans les hôpitaux, c'est interconnecter les systèmes. Voilà, c'est se tourner vers des acteurs privés comme par exemple notre start-up ou d'autres qui ont des solutions, mais aujourd'hui qui sont abandonnés par les pouvoirs publics, négligés par les pouvoirs publics. Donc mettre l'accent sur l'innovation, c'est ça le message. Oui. Alors est-ce que, bon, on va aller continuer un peu dans le sujet, parce que nous on travaille, pour qu'on ait rien caché, nous on travaille beaucoup dans la prévision. Toutes sortes de domaines, etc. Est-ce que, par exemple, vous travaillez beaucoup sur la cyclologie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la connaissance du rythme de la maladie, des cycles par lesquels une maladie passe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire dans votre investissements, justement, vous parlez d'investissement dans le domaine de la connaissance des cycles, bien sûr. De la temporalité, de la chronologie? Absolument. Enfin, moi, c'est pas du tout ma spécialité, mon domaine, mais je sais que l'horloge biologique, il y a eu un prix Nobel il n'y a pas longtemps sur ça. Et l'horloge biologique, c'est quelque chose de très très important. Alors, et pour englober un petit peu tout ça, je dis que en France, on n'investit pas assez sur la recherche. En général. Sur l'innovation et la recherche scientifique en général. Et notamment sur la prévision, sur la prédiction. Bien sûr, il faut tripler ou quadrupler le budget recherche. C'est le plus important. Oui, bien sûr. Et dans des domaines qui sont, comme vous dites vous-même, parfois considérés comme un petit peu marginaux ou parallèles. Oui, absolument. Surtout en des médecines douces, les médecines parallèles, tout ça, il y a peut-être des éléments à garder. Il y a de la complémentarité. Il y a peut-être des choses à voir là-dedans. Il y a de la complémentarité, mais en tout cas, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment anticiper les 10 ou 15 prochaines années pour que nos métiers s'adaptent. Donc la formation, il faut qu'elle s'adapte, le budget recherche, etc. Moi, je continue parce que monsieur a l'air d'être pressé et je ne veux pas abréger. Moi, je pense que mais effectivement, bon, écoutez, voilà, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps à la sortie du salon. Merci.